On dit gagner son pain. On prie pour le pain quotidien. Mais l'image s'est usée, le langage a comme oublié la réalité de cet aliment qui était le symbole de toute nourriture. Le pain, nous le mangeons tous les jours distraitement. Nous mangeons aussi n'importe quel pain. On ne sait plus d'où il vient, qu'il est l'aboutissement d'une année entière de relations entre l'homme, les éléments, la terre et le grain. Ce film retrace l'histoire de ces relations. Une histoire faite d'actes humains presque rituels, dont beaucoup sont maintenant remplacés par les gestes de la machine. C'est en automne, après les labours, qu'on semait habituellement le blé. Le semeur endossait un long tablier semoir. À genoux, il le remplissait de 10 à 12 kilos de grains en faisant une poche. Il ramenait le grain contre lui le plus possible, puis il s'enroulait le reste de l'étoffe autour d'un bras pour faire une manche. On dit en wallon qu'il rafle le semoir autour de son bras. Les paysans ne commençaient pas à semer aux temps anciens sans un geste d'incantation pour attirer la bénédiction des puissances du bien et apaiser les puissances du mal. Une poignée pour le bon Dieu, une poignée pour la Sainte Vierge et une pour celui qu'on ne nomme pas. On se met dans le sens de la longueur du terrain. Au bout, le semeur raflait le tablier semoir autour de son autre bras et repartait, ensemençant de l'autre main. Il faut pouvoir semer des deux mains, sinon on serait obligé de faire chaque fois le tour du champ. Les semailles se font à la volée, par poignées que l'on jette au loin, le bras bien tendu pour ne pas faire d'échelle, c'est-à-dire des sillons où le grain serait trop clairsemé ou trop dru. Mais le semeur veille aussi à ce que le grain tombe tout autour de lui, à ses pieds. Le temps, le climat, règlent les activités de l'agriculteur. Le temps qui passe, les saisons, en marquent le rythme. Après les semailles, c'est à lui, au temps et aux forces naturelles qu'on s'en remet. Vient le mois d'août, temps du fauchage. La faux est ici une faux trois quarts qu'on appelle en wallon avec sa monture ontché. Sur 3 à 4 mm de largeur, la lame est battue avec un marteau à 2 pennes sur une petite enclume enfoncée en terre.
le faucheur doit de temps en temps mouiller son marteau. Pour conserver ses qualités à l'acier qui a été minutieusement trempé, il n'est ni trop dur ni trop tendre, il faut une demi-heure pour bien battre sa faux, pour en amincir convenablement le tranchant. Alors commence le mouvement simple et rythmé du fauchage. Ici, on fauche sur grain, c'est-à-dire que le faucheur dresse contre le blé encore debout, les tiges coupées, les dents de la monture servant à les ramasser. Avec une faucille, un aide ramasse le grain, métier plus dur, plus fatigant que celui de faucheur, dit-on. Il rassemble des brassées ou javelles qu'il noue d'un lien simple, dit en wallon on rawet, pour en faire des gerbes. Quand le grain est bien sec, il doit être fauché. Il arrivait ainsi qu'on fauche 12 heures d'affilée, ne s'arrêtant que pour de brefs moments de repos ou pour aiguiser la faux. Les gerbes étaient ensuite dressées en tas de 10, des 10 os, hulpé en wallon. Et le blé restait à sécher et mûrir sur le terrain quelques jours encore. On rassemblait, resserrait soigneusement les têtes des 10 os pour empêcher le vent de les écarter et la pluie d'y pénétrer. Rentrées dans la grange, les gerbes sont disposées pour le battage, les épis se rejoignant au centre pour ne pas disperser les efforts. On battait au fléau. À 4 fléaux, 4 batteurs, la cadence doit être minutieusement respectée. Il faut à chaque fléau le temps de faire son mouvement sans gêner les autres.
On bat plusieurs fois en retournant les gerbes pour bien séparer le grain de la paille. Entre deux battages, la pause, la petite goutte, on tcha en wallon. Puis la paille est liée en bottes. Et l'on recueille les fétus restants avec un râteau. Le grain est maintenant bien détaché des épis. On le ramasse pour le passer au crible et le séparer des fragments de paille et de balles. Il y a un crible approprié à chaque sorte de céréales, froment, épeautre ou seigle. Ce grand crible suspendu est vieux de plus de 100 ans. Après criblage, le grain est prêt à être mis en sac et porté au moulin. On peut moudre en toute saison, mais l'hiver, les biefs des rivières qui se gonflent donnent au moulin à eau leur plein rendement. C'est la grande roue extérieure à aube qui, se mettant en marche, distribue toute la force motrice aux mécanismes intérieurs par un jeu d'engrenages. Le moulin a deux niveaux. En bas, celui de la machinerie, d'où le mouvement est transmis à l'étage, où se fait la mouture, où sont les meules et le blutoir. La farine est recueillie en bas. Le paysan porte le blé à moudre. À l'aide d'un tire-sac, la charge est hissée à l'étage. Le meunier la reçoit et vide le grain dans une trémie,
d'où il s'écoule, comme de l'or, entre les deux meules de pierre. L'une au-dessous, immobile, la meule dormante, l'autre au-dessus, qui tourne sur elle et broie le grain. Cette matière broyée, la mouture, remonte par une chaîne à godet et est lentement déversée par deux chenaux vers le blutoir ou tamis mécanique qui sépare la farine brute du son. Le moulin est réglable pour moudre plus ou moins finement. Régulièrement, le meunier contrôle la finesse de la farine, sa qualité. Il s'assure également qu'elle ne contient pas de son. Chaque fois qu'un sac de blé est moulu, une sonnerie avertit le meunier qu'il doit aller accrocher en bas, à la sortie du conduit, un sac vide pour recevoir la farine et remonter verser un nouveau sac dans la trémie. Un dernier contrôle de qualité et la graine semée, germée, mûrie, battue est maintenant farine, prête à être travaillée pour devenir du pain. Dans presque toutes les maisons campagnardes, on faisait le pain une fois par semaine. Et on complétait souvent la fournée en faisant quelques tartes, des dorées, pour le dimanche. Cette préparation occupait une ou deux ménagères pendant une matinée entière. La farine utilisée est un mélange d'un tiers d'épeautre et de 2 tiers de froment. On la délaie dans de l'eau à une température de 37 degrés qui contient un peu de sel et un filet de vinaigre. Puis on y ajoute la levure ou le levain, qui est de la pâte à pain de la semaine précédente qu'on a laissé fermenter à la cave. On malaxe la pâte et, pour la solidifier, on y ajoute régulièrement de la farine. Puis on pétrit pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce que la pâte soit ferme, en prenant soin de la saupoudrer de farine si c'est nécessaire pour qu'elle ne colle pas. La pâte pétrie est roulée à une extrémité du pétrin. Et à l'autre bout, les deux ménagères préparent la pâte pour les tartes. Pâte plus riche. On y met du beurre, du lait et des œufs. D'un beau geste patient, fort et doux à la fois, les mains achèvent de pétrir.
Autre geste traditionnel, la ménagère signe la pâte pour qu'elle lève bien, puis elle la couvre d'un drap et les pâtes reposent pendant 1 heure, lèvent lentement dans une bonne température. Cependant, pour chauffer le four, on allume le feu avec de la paille et on y ajoute des fagots. À la cuisine, on coupe la pâte à tarte en pâtons ou mairons, puis on la laisse achever de lever. On dispose la pâte dans les platines à tarte. On saupoudre de farine des vanettes, formes en paille tressée. Puis on découpe la pâte à pain à son tour en pâtons, on tourne les pains et on les dépose dans les vanettes où ils finiront de lever. On garnit les tartes. On racle la sole du four, puis avec un houvion, balai de genêt mouillé, on la débarrasse soigneusement des restes de braise pour pouvoir y déposer les pâtons. C'est la sole et les parois du four chauffées à blanc qui cuiront les pains et les tartes. Pour conserver la chaleur, on dispose d'ailleurs à l'entrée du four une barrière de braise. Est-ce parce que le pain serait l'aliment par excellence, le symbole de tous les autres, qu'on appelle sur lui si souvent la bénédiction? La ménagère signe la fournée. Les tartes cuisent un bon quart d'heure. Le pain, lui, doit cuire 1 heure. C'est au bruit qu'il fait sous les petits coups qu'elle lui donne que la ménagère vérifie son degré de cuisson.
Après défournement, les pains sont brossés pour enlever le reste de farine qui est resté collé. Puis on les dresse, on les met à refroidir, les posant délicatement pour qu'ils ne laissent pas la croûte, c'est-à-dire pour que la croûte ne se détache pas de la mie. Ils seront rangés alors, en attendant que vienne le moment de l'acte quotidien, banal, mais c'est la fin d'un cycle, l'acte de manger. Alors, le pain retrouve toute sa réalité d'aliment et, dans l'inconscient peut-être, sa charge de symbole. L'homme attend du pain qu'il soit bon. Ne dit-on pas bon comme le pain?